revient à chaque fois, tous les cycles et tout. On a traité l'aspect histologique en détail, en microscopie optique et électronique. On va traiter quand même un petit peu l'embryologie de l'appareil circulatoire, juste l'essentiel, mais il faut bien suivre avec moi, d'accord? Donc, on va voir comment se fait le développement embryonnaire de l'appareil cardiovasculaire, lequel se fait dans sa totalité au niveau du mésoblaste. Donc, c'est en gros, c'est au niveau du mésoblaste qu'apparaissent les ébauches vasculaires. Pratiquement toutes les ébauches vasculaires. Et quand je dis ébauche vasculaire, c'est inclus le cœur. Parce que j'ai déjà dit que le cœur, c'est un vaisseau, histologiquement parlant, ce n'est autre qu'un vaisseau très complexe. D'accord? Donc là, quand je parle du développement embryonnaire de la totalité de l'appareil circulatoire, c'est compris le cœur, les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, les veines, les artères, tout cet ensemble se développe à partir du mésoblaste. Au niveau du mésoblaste mésoderme, ou bien mésoblaste, c'est exactement la même chose, intra-embryonnaire et extra-embryonnaire, c'est-à-dire tout autour le sac vitellin, la myose, tout autour de l'embryon, les annexes embryonnaires. Donc, dans cet ensemble, dans l'utérus, durant la vie intra-utérine, les premières semaines du développement embryonnaire, d'ailleurs, le cœur est le premier organe fonctionnel proprement dit, avec le cerveau par la suite. D'accord? Parce on retrouve un pouls cardiaque, des battements anarchiques chez l'embryon de 3 semaines, de 21 jours. Les contractions qui ne sont pas très rythmées chez un embryon de 3 semaines sont décelables. C'est pour ça que par rapport à l'avortement dans les pays européens, etc., ils disent qu'il n'y a pas de vie. Non, à compter de 3 semaines du développement, il y a vie, on décèle un pouls cardiaque, il y a des battements cardiaques, c'est les cardiomyocytes primitifs, c'est des cellules cardiaques contractiles primitives qui se mettent à battre, à se contracter de façon anarchique au niveau d'un emplacement qui correspond à l'emplacement du futur de la cavité donc péricardique, c'est-à-dire l'emplacement du cœur. Il y a une petite ébauche qu'on appelle le cœur embryonnaire primitif. Et dans ce pool de cellules, d'un amalgame de cellules qui vont par la suite donner naissance au cœur définitif avec les 4 oreillettes et tout le système vasculaire qui va avec, les veines, les artères pulmonaires, les veines caves, l'aorte et ses ramifications. Tous ces détails, tous ces vaisseaux vont se développer au fur et à mesure à partir de la fin de la 3e semaine du développement embryonnaire dans le mésoblaste intra-extra-embryonnaire, dans un embryon qui a à peine 5 mm de diamètre, qui fait à peine 5 mm de longueur. Donc, on vous dit que les premiers vaisseaux apparaissent très très tôt durant le développement embryonnaire. Les ébauches vasculaires, elles apparaissent vers le 18e jour du développement embryonnaire, juste à la fin, à la clôture de la 2e semaine, donc 15 jours, après 3 jours plus tard, au 18e jour du développement embryonnaire, on a des cellules souches, des cellules mésenchymateuses qui apparaissent. C'est les ébauches des premiers vaisseaux primitifs. Et ces cellules mésenchymateuses qui sont à l'origine des premiers vaisseaux sont dites, ces cellules mésenchymateuses, on les appelle les îlots, c'est sous forme de petits groupements cellulaires qu'on appelle les îlots vasculo-sanguins primitifs. On les appelle aussi îlots angioformateurs. Ils s'appellent aussi îlots de Wolff et Ponder. C'est les auteurs qui ont découvert et qui ont expliqué le processus, comment apparaissent ces ébauches, comment évoluent ces cellules, ces poules, ces cellules mésenchymateuses pour ensuite donner naissance au cœur primitif, par la suite au vaisseau sanguin au fur et à mesure lors du développement de l'appareil circulatoire. Donc on vous dit que c'est un pool de cellules mésenchymateuses souches qu'on appelle îlots de Wolff et Ponder. On les appelle aussi îlots vasculo-sanguins primitifs. On les appelle également îlots angioformateurs. Tous ces termes sont des synonymes qui signifient exactement cellules primitives à l'origine des vaisseaux du cœur et des vaisseaux primitifs. Donc, c'est les îlots de Wolff et Ponder.
on vous dit que qu'est-ce qui arrive à ces îlots, à ces groupements cellulaires, qu'est-ce qui leur arrive? Dans un premier temps, ces îlots vont se creuser d'une lumière, c'est-à-dire qu'il y aura un vide au centre de ces groupements cellulaires. Et on va remarquer que les cellules qui se trouvent dans le milieu, donc les cellules centrales, elles vont tendre à s'écarter les unes des autres. Et de ce fait, elles vont se mettre à produire une lignée cellulaire qui est la première lignée sanguine qui correspond à la lignée érythrocytaire. Mais c'est les cellules mères de la lignée érythrocytaire parce que la lignée érythrocytaire, c'est les globules rouges qu'on appelle lignée érythrocytaire. La lignée granulocytaire, c'est les globules blancs. Donc, pour cette future lignée érythrocytaire, les cellules souches au préalable, au départ, ce sont des cellules nucléées et elles vont perdre lors de leur maturation et différenciation leur noyau pour devenir anucléées. Les hématies sont des cellules anucléées, ça vous le savez. Les globules rouges sont anucléés. Et donc, les cellules souches, à l'origine de cette lignée, donc elles se forment de cette manière au niveau du centre des îlots vasculo-sanguins primitifs. Il y a une lumière qui se creuse avec les cellules centrales qui s'éloignent les unes des autres. Donc, vous assistez là à la naissance de la première lignée érythrocytaire, la lignée qui est à l'origine de la lignée, donc les cellules primitives qui sont à l'origine de la lignée érythrocytaire. On les appelle comment, ces cellules? On leur a donné le nom d'hémoblastes. Les hémoblastes, c'est les cellules souches des hématies, d'accord? Ou hémangioblastes. Ça signifie exactement la même chose. Et c'est quoi ces cellules? Je viens de le dire. Ce sont des globules rouges nucléés. C'est les cellules souches des globules rouges. Donc, au départ, elles étaient nucléées. Après, par la suite, lors de leur maturation et différenciation, elles vont perdre leur noyau pour devenir anucléées. Donc, c'est les cellules qui sont à l'origine des globules rouges qu'on connaît, les hématies, qui sont des cellules anucléées. Ça va? Ça va, je continue? Oui, madame. Très bien. Et donc là, j'ai parlé des cellules qui se trouvent au milieu, au centre. Les cellules toutes périphériques externes, on les appelle, par analogie aux cellules, aux hémoblastes, celles-ci ont reçu le nom d'angioblastes. Ces cellules périphériques, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces cellules périphériques? On a remarqué que celles-ci, contrairement aux cellules centrales, elles se soudent, elles se rapprochent les unes des autres, elles s'insèrent les unes par rapport aux autres et elles vont donner des cellules endothéliales primitives. Donc, c'est les premières cellules endothéliales qui sont, donc les angioblastes, correspondent aux premières cellules endothéliales qui se trouvent en périphérie. Et elles vont par la suite donner la première tunique des trois tuniques que vous connaissez de la paroi vasculaire et de la paroi cardiaque, c'est-à-dire c'est les tuniques internes des vaisseaux et de l'endocarde, tout simplement. On les appelle angioblastes. Voici une petite représentation schématique. Comment déjà apparaissent, on vous a dit que les cellules primitives, les îlots de Wolff et Ponder, apparaissent un peu partout dans le mésoblaste intra-embryonnaire, à l'intérieur de l'embryon, et tout autour, dans le sac vitellin, tout autour des annexes embryonnaires, on a des poules cellulaires qui correspondent aux cellules souches à l'origine des vaisseaux sanguins et lymphatiques et du cœur. Toutes les cellules. Et bien sûr, ici, c'est tout autour, c'est les vaisseaux sanguins. Au niveau de l'embryon, et plus précisément au niveau du côté céphalique, du côté thoracique, donc céphalothoracique si vous voulez, il y aura ici une petite cavité primitive qui va correspondre à la cavité péricardique, qui va donner la cavité péricardique définitive. Au niveau de cette cavité va se former donc un pool cellulaire primitif qui va correspondre aux cellules ébauches du tube cardiaque primitif, lequel va donner naissance au tube, au cœur, à 4 cavités que l'on connaît en histologie, le cœur. D'accord? On va voir cette évolution, comment elle va s'opérer. Regardez, on a dit qu'au niveau du mésoblaste, il y a des remaniements cellulaires qui s'opèrent dans le mésoblaste. Donc, on a des îlots cellulaires, identification
d'îlots cellulaires qu'on appelle les îlots sanguins, les îlots de Wolff et Landau, les îlots vasculo-sanguins primitifs. Regardez, c'est un groupement de cellules. Et par la suite, on remarque qu'au centre, il y a des cellules, on les a représentées en rouge pour expliquer que celles-ci, elles donnent les cellules primitives sanguines, érythrocytaires. Donc là, on a des cellules centrales dans un premier temps, mais celles-ci, elles s'isolent les unes des autres pour donner les hémoblastes qui correspondent aux cellules souches à l'origine des globules rouges qu'on connaît. Et celles qui sont toutes périphériques, elles s'agencent ici, elles se soudent, elles s'insèrent les unes aux autres pour donner naissance aux cellules endothéliales primitives, lesquelles vont donner les premières tuniques des vaisseaux sanguins et lymphatiques, capillaires, artères, veines, plus la couche toute interne profonde de l'endocarde. Voilà. Voilà, en gros, comment se résume la formation des vaisseaux sanguins, tout en considérant le cœur comme étant un gros vaisseau complexe, le vaisseau mère de tous les vaisseaux sanguins. Ça va? Ça va? Oui, madame. Oui, Je madame. continue. Oui, Très madame. bien. Là, dans ce chapitre, on va voir comment se met en place le cœur et les vaisseaux, un petit aperçu sur les modalités de mise en place du cœur et des vaisseaux primitifs. Donc, on a vu que les ébauches de tous les vaisseaux prennent naissance un peu partout dans le mésoblaste intra-extra-embryonnaire, mais en parallèle aussi, on a vu dans le petit schéma, les vaisseaux primitifs vont apparaître au niveau d'une zone, d'une cavité, hein, qu'on appelle cette zone, elle est en fer à cheval, dans un premier temps, durant le développement embryonnaire, on l'appelle l'aire cardiogène. L'aire, A-I-R-E, qui signifie surface, région, zone, d'accord? La zone cardiogène, c'est-à-dire tout simplement la zone ou la région ou le domaine où commence à apparaître le cœur primitif, cardiogène, genèse du cœur. D'accord? Donc, on vous dit que la formation du cœur embryonnaire va s'opérer suite à une série d'événements qui va, dans un premier temps, donner naissance. Donc, on a vu, on a la formation des premiers, des îlots vasculo-sanguins. Ces îlots vasculo-sanguins vont s'approfondir pour donner des canaux, d'abord des tubes, sous forme de tubes. Et dans cette aire cardiogène, dans cette région cardiogène, on va remarquer qu'il y a dans un premier temps apparition de deux tubes, on les appelle les tubes cardiaques, de deux tubes vasculaires. Ces deux tubes vasculaires, on les appelle les deux tubes cardiaques primitifs. Et ces deux tubes cardiaques primitifs ont reçu également le nom de tubes endocardiques. Ceux-ci apparaissent nettement vers le 21e jour, donc à la fin de la 3e semaine du développement embryonnaire, au niveau de cette aire cardiogène. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les deux tubes cardiaques primitifs, ils vont commencer à fusionner, à se rapprocher les uns des autres, à se rapprocher, et par la suite, ils vont carrément fusionner pour ne donner qu'un seul gros tube qu'on appelle le tube cardiaque médian, qui correspond, en d'autres termes, au tube cardiaque. Là, c'est le tube cardiaque primitif. On l'appelle tube cardiaque primitif impair parce que le tube cardiaque, le cœur, il est pratiquement pair puisqu'il y a deux oreillettes, deux ventricules. Dans un premier temps, il y aura apparition d'une seule oreillette, l'oreillette primitive, et d'un seul ventricule, le ventricule primitif, avec le tronc artériel, le bulbe artériel et le sinus veineux. Après, il y aura des dilatations qui vont apparaître pour que chaque oreillette primitive se scinde en deux oreillettes définitives. Le ventricule primitif va scinder en deux ventricules primitifs, ainsi de suite. Donc, il y a toute une série de métamorphoses, de développement, de transformations qui vont s'opérer dans les deux tubes cardiaques primitifs, lesquels d'abord, dans un premier temps, vont fusionner. Obtention d'un tube cardiaque primitif qu'on appelle le cœur embryonnaire. Par la suite, ce cœur embryonnaire des deux extrémités, pôle
apical et pôle basal de ce tube qui est dû à la fusion des deux tubes endocardiques, il y aura ébauche des premiers vaisseaux aortiques qu'on appelle les aortes dorsales primitives et des veines primitives de l'autre côté qu'on appelle les veines cardinales communes. On vous dit que le cœur embryonnaire, bon, je vais vous montrer un petit schéma comme ça. Regardez ici, dans un embryon, chez un embryon, ici, on a ces deux tubes, voici les deux tubes endocardiques, ici, primitifs. Par la suite, il y aura fusion des tubes cardiaques ou endocardiques. Il y a les artères primitives qui vont apparaître, leur nom, peu importe, on ne va pas les nommer juste pour savoir que ce sont des artères primitives, les artères intersegmentaires dorsales, les aortes dorsales, etc. Donc là, on a l'apparition des premières artères, les artères primitives. On a aussi l'apparition des veines primitives, ici. Et puis, la corrélation qui s'établit au niveau du cordon ombilical avec les villosités tertiaires maternelles via les artères ombilicales et la veine ombilicale. C'est pour ça que je vous ai dit que la circulation à la naissance, elle est tout à fait différente de la circulation chez un embryon, mais on ne va pas rentrer dans les détails des modalités de la circulation. Ce n'est pas l'objectif de l'histologie. Nous, c'est juste un petit de ce module du mois, parce que c'est une partie d'embryologie. Donc, c'est juste un petit aperçu comment se développe. Regardez, tout autour, il y a des ébauches vasculaires, des veines, des artères qui apparaissent tout autour, au niveau du sac vitellin, au niveau de l'amnios, du sac vitellin, de l'embryon lui-même, un peu partout pour former les réseaux vasculaires à la naissance. Le système vasculaire sera pratiquement complet, formé dans sa totalité. Regardez ici, bon, oui, mais je ne suis pas arrivée à là. Regardez en ce qui concerne le tube cardiaque, les deux tubes cardiaques primitifs, avec un pôle apical qui est le pôle artériel et le pôle veineux. Ici, après fusion de ces deux tubes endocardiques, on a obtention d'un tube cardiaque primitif. C'est le cœur embryonnaire qui correspond à, si vous voulez, à plusieurs dilatations. On a un tronc artériel du côté du pôle artériel, on a un sinus veineux du côté du pôle veineux et on a trois dilatations, si vous voulez, trois éléments. Le bulbe artériel, ventricule qui va se scinder en deux ventricules, oreillette primitive qui va se scinder en deux oreillettes. Là, ça va se dérouler durant le 21e jour, voire le 22e jour du développement endocardique. D'abord, on va lire, j'explique, ensuite, on va poursuivre. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur embryonnaire qui présente cette organisation, une lumière qui est tapissée de cellules endothéliales qui dérivent des cellules angioformatrices? D'abord, donc, au niveau de ce cœur embryonnaire, de ce tube complexe embryonnaire, il y a une lumière, bien sûr, tout comme la lumière au niveau des oreillettes et des ventricules. C'est le début, c'est l'ébauche. Donc, il y a d'abord, dans un premier temps, une lumière qui est tapissée dans sa profondeur par des cellules endothéliales primitives qui dérivent des cellules angioformatrices, donc des cellules mésenchymateuses. Et donc ces cellules endothéliales, elles correspondent à quoi? Au fait, vous venez d'assister à la naissance de l'endocarde primitif, de la couche interne endocardique. C'est l'endocarde primitif. Par la suite, autour de cet endocarde primitif, durant le développement embryonnaire, il y a le mésenchyme, bien le mésoblaste voisin, qui va se différencier dans un premier temps en une couche épaisse qu'on appelle couche myo-épicardique. Son nom indique que cette couche va être, à l'origine, va se différencier en myocarde et en épicarde. Donc, qui va se différencier en myocarde dans sa portion profonde, donc pour adhérer à l'endocarde primitif. Donc, on a la deuxième tunique du cœur, de la paroi cardiaque. Ensuite, l'épicarde, qui est le feuillet viscéral. Ensuite viendront toutes les fibres pour former le sac fibreux épicardique, l'épicarde fibreux. Voilà. Donc, on assiste à la naissance d'un cœur embryonnaire avec les trois tuniques
l'endocarde primitif, le myocarde primitif et l'épicarde, le feuillet viscéral primitif. Voilà. En ce qui concerne les cellules, indifférenciées, on a au niveau du myocarde, on a remarqué au niveau du myocarde la présence de cellules indifférenciées qu'on appelle les cardiomyocytes contractiles primitifs. Celles-ci, qu'est-ce qui va leur arriver? Elles vont se mettre à battre. C'est des contractions un petit peu anarchiques dans un premier temps qui apparaissent à la fin de la 3e semaine du développement embryonnaire. Au 21e jour d'une grossesse, on décèle des battements cardiaques, parfois même un petit peu avant. Mais au 21e jour, c'est officiel, on décèle un pouls cardiaque chez l'embryon. Donc, il y a vie. Voilà. D'ailleurs, le cœur primitif, c'est le premier organe fonctionnel chez un embryon. Voilà. Regardez ici pour le développement du tube cardiaque primitif, la première tunique après sa lumière, on a l'endocarde primitif, l'endothélium, oui, c'est l'endocarde primitif qui est formé de cellules endothéliales. Tout autour de cet endocarde, on a une sorte de gelée qu'on appelle la gelée cardiaque. Pourquoi on l'appelle gelée cardiaque? Parce que c'est ici, c'est des anciennes appellations, c'est ici que vont apparaître les cellules souches des cardiomyocytes. Donc les cardiomyocytes contractiles primitifs. Et cette gelée, elle sera à l'origine de la couche myo-épicardique. C'est juste un petit schéma, mais bon, c'est juste un petit aperçu, hein, ce n'est pas à connaître ou autre. Hein. Donc, on vous dit, à ce stade, le tube cardiaque primitif se situe du ventricule primitif et de l'oreillette primitive. Ensuite, il y aura aussi des changements de position, des modifications, des transformations, donc toute une série d'événements qui vont faire de telle sorte, qui vont provoquer la fameuse inflexion du tube cardiaque, l'inflexion de l'embryon, qui va entraîner l'inflexion du tube cardiaque primitif. Et le long de ce tube cardiaque primitif, il y aura des transformations qui vont aboutir à l'apparition, cette fois-ci, non pas de 3 dilatations, mais il y aura 5 dilatations. Et ces 5 dilatations correspondront successivement aux ébauches du tronc artériel, du bulbe artériel, du ventricule primitif, de l'oreillette primitive et du sinus veineux. Voici schématiquement comment. Donc, on a le tronc artériel, le bulbe, ventricule, oreillette, sinus veineux. Et transformation, truncus, en anatomie on les appelle ainsi. Pour le bulbe artériel, c'est le conus, le ventricule primitif, l'oreillette primitive et le sinus veineux. Le pôle artériel, le pôle veineux. Il va donner l'aorte primitive et ses ramifications. Ça va donner le système veineux primitif, les veines épithéliales connues. Voilà. C'est bon? Ça va? Vous n'allez pas inventer l'embryologie, c'est à connaître. D'accord? À tête reposée, c'est à connaître. Je continue. On va finaliser ce chapitre. Donc, en fait, on va résumer, si vous voulez, le développement de l'appareil circulatoire en plusieurs étapes de développement qui consistent en 3 étapes. On a la première étape du développement, c'est ce qu'on appelle la circulation embryonnaire. La seconde étape, c'est la circulation fœtale. Et la troisième et dernière étape, c'est la circulation définitive. En fait, cette circulation définitive, elle apparaît à la naissance même, au moment même où sort donc le nouveau-né. Quand il pousse un cri, c'est carrément c'est les modifications de pression induites par l'ouverture de la circulation pulmonaire et l'interruption de la circulation ombilicale avec la mère. Donc, on vous dit le développement embryonnaire de l'appareil circulatoire s'étale le long de la vie intra-utérine. Il se déroule en 3 étapes. Étape 1, circulation embryonnaire. Elle a lieu durant la 4e semaine du développement et elle consiste en la mise en communication du tube cardiaque primitif avec les veines et les artères primitives vers le 28e jour du développement. Donc là,
Est-ce que j'ai parlé? Ah, je n'ai pas finalisé ici le cours. J'ai pas fini. Donc, en ce qui concerne les 5 dilatations, voilà, je me suis arrêtée là, n'est-ce pas? Je me suis arrêtée là, dans les 5 dilatations. Oui. Donc, il faut que je finalise avec la circulation des vaisseaux sanguins, artériels et veineux. Donc, là, c'est ce qui se passe au niveau du cœur primitif. En parallèle, au niveau des vaisseaux, donc en même temps, le cœur, ce cœur primitif où il y a les 5 dilatations, il y aura des remaniements et le cloisonnement des 2 oreillettes et des 2 ventricules primitifs va apparaître. Donc, en parallèle, il y aura cloisonnement du cœur, oreillette primitive donne 2 oreillettes, les oreillettes définitives, ventricule primitif va scinder aussi en 2 pour donner les 2 ventricules, mais c'est les ventricules primitifs parce qu'ils ne sont pas encore bien formés, qui vont évoluer en même titre que tous les vaisseaux de l'arbre circulatoire, si vous voulez. Donc, on est arrivé au stade où il y a 2 oreillettes primitives, 2 ventricules primitifs, tout en notant l'apparition des voies artérielles. Donc, du côté artériel, donc du côté du pôle apical qu'on appelle le pôle artériel, il y a un début de division des voies artérielles qui apparaissent. Et puis, du côté sinus veineux, il y a apparition des ébauches veineuses qui vont établir des corrélations avec le cœur. Donc, ce cœur primitif va établir des connexions. Il ne faut pas oublier que tout autour du cœur, dans tout le corps de l'embryon, tout autour de ce cœur primitif, il y a des ébauches vasculaires. Donc, les ébauches vasculaires vont se former et en même temps, le cœur, il se développe, il se remanie et il y a l'inflexion, il y a le cloisonnement et il y aura connexion entre les ébauches vasculaires, artérielles, veineuses, avec le pôle apical cardiaque primitif et le pôle basal, qui est le pôle veineux du cœur primitif. Et à la fin du premier mois du développement embryonnaire, on va remarquer qu'il y a un contact, c'est ce qu'on appelle la mise en contact du tube cardiaque primitif avec les veines et les artères primitives, représentées schématiquement ici. Donc, regardez, le cœur primitif, de ce côté-là, il va, côté artériel, si vous voulez, il va se mettre en corrélation, en contact avec les artères primitives, du côté veineux avec les veines primitives, parce que les ébauches veineuses aussi, elles se forment. Attention. Voilà. Même dans ce... bon, c'est bon, j'ai enlevé l'autre schéma. Ça va? Donc, la circulation embryonnaire, elle se fait durant la 4e, elle a lieu durant la 4e semaine du développement. Et c'est quoi cette circulation embryonnaire? C'est le fait que le cœur, le tube cardiaque primitif, ce petit bout de tube cardiaque, se met en communication, en contact avec les veines et les artères primitives. Et ça se passe vers le 28e jour du développement embryonnaire. D'accord pour cette première étape? On va passer à l'étape suivante. Donc, par la suite, on ne parlera plus d'un embryon après le premier mois. Pourquoi? Parce que il y aura apparition des 4 cavités cardiaques et en même temps, ces 2 oreillettes primitives et ces 2 ventricules primitifs vont établir des contacts et des corrélations, des connexions avec les ébauches vasculaires tout autour. Donc, il y a mise en place du cœur à 4 cavités après cloisonnement pour la circulation fœtale, après le premier mois du développement, et au fur et à mesure, durant tout le développement, donc toute la vie intra-utérine, ce cœur à 4 cavités va tendre à se développer
à se différencier et à se connecter à tous les autres vaisseaux de notre corps, de telle sorte à ce que le système circulatoire, vasculaire, sanguin et lymphatique se mettent en place au fur et à mesure jusqu'au développement des tout derniers vaisseaux du corps à la naissance. C'est-à-dire à la fin, déjà vers la fin de la 7e semaine du développement déjà, il y a formation du système circulatoire presque dans sa totalité. Donc jusqu'à la naissance, on parlera d'une circulation fétale. Et cette circulation fétale, elle est connectée à la circulation maternelle. C'est tout ce qu'on peut dire concernant cette circulation parce qu'elle est tout à fait différente de la circulation. Donc l'oxygénation se fait par le biais des artères et des veines ombilicales. L'apport en oxygène est ramené par les vaisseaux maternels et le CO2 est évacué aussi par les vaisseaux maternels. Donc, ce n'est pas une circulation au sens propre de la circulation telle qu'on l'a vue, telle qu'on la connaît, et la vraie circulation qu'on appelle la circulation définitive, elle ne se mettra en place de façon effective qu'au moment de la rupture de la circulation ombilicale suite donc à l'ouverture de la circulation pulmonaire. Et c'est pour ça que le nouveau-né, il pousse un cri. En fait, c'est le fait qu'il y a ouverture de la circulation pulmonaire. Et là, il doit se débrouiller tout seul et inhaler de l'oxygène sur place et respirer par ses poumons. Et d'ailleurs, les poumons, durant la vie intra-utérine, ils ne jouent pas le rôle de poumons du tout alors. Ils servent à produire le liquide amniotique et ils jouent un tout autre rôle. Et n'ont de rôle effectif en tant que poumon qu'à la seconde où naît le nouveau-né. Voilà. Voilà pour ce cours, pour ce long chapitre, appareil cardiovasculaire, un petit aperçu global embryonnaire sur le développement de l'appareil circulatoire. Ça va, Yaresh? Ça va? Oui, ça va. Ça va, collectif, là, c'est un peu compliqué pour vous. Relisez à tête reposée. Je ne demanderai pas plus que ça. Et puis, les schémas, c'est pour vous aider. Hein. C'est juste pour vous aider à comprendre. Surtout pour l'embryologie, c'est juste pour vous. Mais certains détails concernant l'évolution du tube cardiaque, vous devez connaître. D'accord? C'est bon? C'est bon. On va entrer dans le chapitre appareil respiratoire. Oui. Allez, là. Vous êtes prêts? Commence? Oui, on peut Allons-y. commencer. Allons-y, allons-y. Vous êtes à combien dans cette visioconférence? Vous êtes à combien à peu près? Parce que je dois sortir. 720. Le max 600. Voilà. OK, donc on va commencer le dernier chapitre de cette unité, l'appareil respiratoire. Ne pas oublier qu'on est en histologie. Donc, ce n'est pas les modalités de la respiration qu'on va étudier dans ce présent chapitre, mais on va voir la structure histologique les composantes qui permettent la respiration, c'est-à-dire de quoi est fait l'appareil respiratoire, toutes les structures qui interviennent dans la respiration. Donc, on va voir toutes les voies de conduction aérienne qui ramènent l'air dans les poumons et un petit aperçu, bien sûr, sur les modalités de la respiration, les échanges gazeux au niveau pulmonaire, plus précisément dans les lobules pulmonaires et encore plus précisément au niveau des alvéoles pulmonaires. Mais tout ça, nous, c'est juste un peu d'histophysiologie. On va expliciter la structure de toutes les composantes de tous les organes, toutes les structures qui rentrent dans l'appareil respiratoire en détail. D'accord? Avant de ce faire, je vais vous donner un petit plan de travail. Donc, on va voir comment est organisé globalement l'appareil respiratoire et on va rentrer dans la structure histologique. On va
noter la présence, tout comme on a fait pour l'appareil circulatoire, on a vu qu'il y a une unité morphologique, structurelle qui se répète, la média, l'intima, l'adventice, au niveau de la plupart des vaisseaux, mis à part les capillaires où c'est limité uniquement à une partie de l'intima. Donc, on a une structure de base commune à toutes les structures, à toutes les composantes de l'appareil respiratoire. C'est ce qu'on appelle la muqueuse respiratoire. Ensuite, on va détailler les différentes voies donc, qui véhiculent les voies aériennes, qu'on appelle les voies aériennes supérieures, les voies aériennes inférieures. On va voir les détails concernant la structure histologique du poumon et aussi de la plèvre. C'est cette enveloppe qui recouvre extérieurement les poumons, pour finaliser avec un peu d'histogénèse sous forme d'origine embryonnaire. Très limité pour cette fois-ci pour l'appareil respiratoire. C'est un peu complexe, il y a beaucoup de détails, donc j'ai résumé au maximum le développement embryonnaire de l'appareil respiratoire. Pourquoi je laisse en dernier l'histogénèse ou bien l'origine embryonnaire? Parce que vous ne connaissez pas les termes techniques. Donc, si je dois parler de la plèvre, si je dois parler des voies aériennes inférieures, supérieures, je suis obligée de faire d'abord le cours sur l'histologie. Vous savez de quoi il s'agit. Ensuite, on va faire l'embryologie. D'accord? Donc, dans ce présent chapitre, on va voir les notions sur la muqueuse respiratoire. Qu'est-ce qu'on appelle muqueuse respiratoire? On va voir qu'il s'agit d'un épithélium spécifique qui permet la respiration à tous les étages de l'appareil respiratoire. On a aussi un chorion, qui est un tissu conjonctif sous-jacent. On va voir de quoi il est fait, quel est son rôle si vous voulez aussi, parce qu'il a une spécificité. Et puis, on va étudier les voies aériennes supérieures. Qu'est-ce qu'on appelle voies aériennes supérieures? C'est tout simplement les voies de pénétration de l'oxygène, les premières voies de contact avec l'oxygène, c'est les fosses nasales, plus précisément la muqueuse nasale. Ensuite, le nasopharynx, qu'on appelle aussi le rhinopharynx. En troisième voie aérienne supérieure, le larynx. On va rentrer dans les voies aériennes inférieures et pour celles-ci, elles sont scindées en trois types de voies aériennes. La première voie, les premières voies, si vous voulez, le premier conduit aérien, c'est ce qu'on appelle les voies bronchiques qui sont en dehors des poumons, donc entre le larynx et à l'entrée des poumons. C'est ce qu'on appelle les voies bronchiques extrapulmonaires. Le deuxième volet, ce sont les voies bronchiques intrapulmonaires. Mais celles-ci, les voies bronchiques intrapulmonaires, à l'intérieur du poumon, on trouve deux types de voies bronchiques. On a des voies bronchiques qui sont extralobulaires. On va voir ce que c'est le lobule pulmonaire parce qu'il y a une unité morphofonctionnelle qui se répète dans le parenchyme. Là, c'est un organe plein. Donc, on va parler d'un parenchyme, des tissus parenchymateux d'un parenchyme. Et dans un parenchyme en général, on a une unité morphofonctionnelle qui se répète. C'est des lobules en général. Donc, c'est la même structure qui se répète dans tous les parenchymes pulmonaires. Et cette unité morphofonctionnelle fondamentale, c'est ce qu'on appelle le lobule pulmonaire. Donc, ces voies, les premières voies bronchiques, on les appelle les voies bronchiques. D'abord, les voies bronchiques, je parle des voies bronchiques intrapulmonaires. On les appelle voies bronchiques intrapulmonaires extralobulaires. Donc, on va voir bronchiole terminale, bronchiole respiratoire, et ensuite, on va rentrer dans le parenchyme, les bronchioles proprement dites, et on va rentrer dans le parenchyme intralobulaire, c'est-à-dire c'est les voies bronchiques intralobulaires. Et on va voir ce que signifie, pour les intrapulmonaires extralobulaires, c'est les branches cartilagineuses et leurs ramifications. Ensuite, les intralobulaires, on a les bronchioles terminales respiratoires et proprement dites. Et on va finaliser le cours avec les alvéoles pulmonaires, lieu même des échanges gazeux, c'est-à-dire au niveau du le poumon lui-même et le lieu des échanges gazeux respiratoires. Et l'enveloppe qui recouvre extérieurement les poumons, donc la plèvre, on va voir quelle est sa structure histologique. Pour terminer avec l'histogénèse. Voici en gros ce qu'on appelle les voies aériennes supérieures schématiquement. Donc vous avez les fosses nasales, le pharynx, mais plus précisément
le naso ou rhinopharynx, parce que le pharynx il se scinde en deux. Il y a aussi celui qui fait partie de la digestion. Donc, le rhinopharynx ou le nasopharynx uniquement. On a le larynx, ce qu'on appelle, cet ensemble forme les voies aériennes supérieures. Ensuite, on va rentrer dans le domaine des voies aériennes inférieures, la trachée, les deux branches souches, c'est les voies extrapulmonaires. Ensuite, on va rentrer dans les poumons, mais cette fois-ci, on aura affaire aux branches cartilagineuses et leurs ramifications, c'est ce qu'on appelle les voies pulmonaires extralobulaires, et on va rentrer dans le domaine des bronchioles terminales respiratoires proprement dites, et ça, c'est le lobule pulmonaire. Regardez, le lobule pulmonaire, on va retrouver une autre appellation, une autre terminologie qui se termine par des sacs, hein, qu'on appelle les sacs alvéolaires, les alvéoles pulmonaires, lieu même des échanges respiratoires gazeux. Donc, c'est l'hématose, elle se fait au niveau des alvéoles pulmonaires. Ça va? Ça va, madame. Très bien. Oui. Donc, on vous dit que l'appareil respiratoire, c'est quoi son rôle au fait? C'est d'assurer les échanges gazeux entre l'organisme et le milieu extérieur. Mais ça sert à quoi ces échanges gazeux? Au fait, c'est le fait de ramener de l'oxygène et de récupérer le CO2 entre l'air ambiant, voilà, on vous dit, permet les échanges d'oxygène et de CO2 entre le sang et l'air ambiant. C'est ce qu'on appelle l'hématose. Mais en fait, ça correspond en réalité à la respiration cellulaire. C'est de permettre à chaque cellule de notre corps d'obtenir de l'énergie en dégradant donc le glucose grâce à l'oxygène. C'est ça, au fait, la respiration. C'est d'obtenir de l'énergie pour le métabolisme cellulaire grâce à l'oxygène qui est ramené par le sang. D'accord? Donc, il y a une corrélation intime entre l'appareil respiratoire, et vous le savez, il y a la circulation pulmonaire, il y a la circulation systémique. Donc, entre l'appareil respiratoire et l'appareil circulatoire. Et cet appareil respiratoire, il est connecté à deux entités différentes. Il est connecté avec le milieu extérieur, avec l'air ambiant via les voies aériennes, et il est connecté à l'intérieur de notre corps, au milieu intérieur du corps humain, par le système circulatoire qui ramène l'oxygène dans chaque parcelle de notre corps pour ramener de l'oxygène à chaque cellule pour lui permettre d'effectuer son métabolisme, donc obtention, dégradation du glucose grâce à l'oxygène pour effectuer tout son métabolisme, tout le métabolisme cellulaire. Ça va? Oui, madame. Donc, on vous dit que c'est l'ensemble des organes et des tissus qui participent à la respiration. En plus de l'hématose, donc ces échanges gazeux respiratoires, l'appareil respiratoire, il a un rôle de défense de l'organisme parce que le fait, quand on a une pneumonie, une bronchite, etc., c'est un moyen de libérer toutes les poussières, toutes les impuretés, tous les microbes qu'on peut inhaler par le biais de l'oxygène dans les poumons. Donc, il a également, donc cet appareil respiratoire, il a un rôle de défense de l'organisme. On rejette du mucus, quand on tousse, on ramène une toux grasse, ça nous permet de ramener du mucus. On va voir que ce mucus, il existe au niveau de la surface qui tapisse la muqueuse respiratoire, toute la muqueuse respiratoire au niveau de tous les étages respiratoires. Et ce mucus, il permet d'emprisonner toutes les impuretés, les poussières, les microbes, tout ce qu'on inhale, et même les cellules vieillies, et on les rejette via le mucus vers le milieu extérieur par le biais de par le réflexe de tout, ainsi de suite. D'accord? Donc, il peut aussi, on attribue un rôle de défense immunitaire de l'organisme à l'appareil respiratoire. Durant la vie embryonnaire, je vous ai dit, le poumon, il a un rôle, un tout autre rôle, c'est le rôle de production du liquide amniotique. Voilà. Donc, poumons, lieu des échanges gazeux, ils sont reliés donc d'une part au milieu extérieur par un ensemble de conduits et voies de conduction aérienne, permettant de ramener de l'air à l'intérieur du corps, donc le passage de l'air, et d'une autre part aux cellules par l'ensemble des vaisseaux de l'appareil circulatoire. Voilà.
Organisation générale. On vous dit que l'appareil respiratoire, il est composé de plusieurs structures qui interviennent directement dans la respiration. Je rajouterai que le diaphragme, il a un petit rôle dans la respiration, parce que quand on inspire et expire, il remonte, il descend, il y a un mouvement qui est dû à ce muscle qui est situé sous les poumons. Mais au fait, il s'abaisse lors de l'inspiration, il se relève lors de l'expiration, il se distend aussi, mais il n'est pas pour expulser de l'air, c'est un muscle qui permet quand même au poumon d'expulser de l'air par ses mouvements. Mais il n'est pas impliqué directement dans la composition de l'appareil respiratoire. Anatomiquement parlant, parfois on dit qu'il fait partie de la... Mais en histologie, on n'a pas impliqué le muscle, ce muscle qui est d'ailleurs libre, il est situé au-dessous des poumons, sous les poumons, il se relève, il s'abaisse, il se distend lors des mouvements respiratoires, inspiration, expiration, mais ce n'est pas une composante directe dans la respiration. D'accord? D'ailleurs, je ne l'ai pas cité dans l'organisation générale de l'appareil respiratoire. OK? Ça va? Oui, madame. Donc là, c'est juste un petit... c'est une mise au point, si vous voulez, pour l'organisation générale de l'appareil respiratoire. On vous dit qu'il est scindé en deux grandes parties. D'ailleurs, c'est le plan de travail que j'ai établi dans le cours. On a les voies de conduction aérienne. D'abord, on a les voies aériennes supérieures. On va étudier les fosses nasales, le naso-rhinopharynx et le larynx. On va voir leur structure histologique séparément. Ensuite, on va rentrer dans le domaine des voies aériennes inférieures qui correspondent à la trachée et les voies bronchiques. Dans ces voies bronchiques, on a les branches souches extrapulmonaires. On a d'autres branches plus petites, les ramifications dichotoniques de l'arbre bronchique. Donc, on a des branches, la trachée, elle se scinde en deux, les branches souches. Ensuite, chaque branche souche est destinée à un poumon. Et chacune, elle se ramifie avec des divisions dichotomiques pour former l'arbre bronchique. Et au fur et à mesure qu'on pénètre dans le parenchyme intrapulmonaire, ces bronchioles diminuent en calibre et leur structure histologique, elle se simplifie davantage jusqu'à ce qu'on rentre dans le lobule pulmonaire. Et là, on va voir que la paroi de ces bronchioles, elle va tendre à devenir infiniment simplifiée avec une paroi qui va devenir discontinue, ensuite qui va former des petits sacs qu'on appelle les sacs alvéolaires, dits également alvéoles pulmonaires. Et on va étudier tous ces détails dans ce présent chapitre. Et on vous rajoute le fait que les poumons, et donc dans le chapitre poumons, on va retrouver cette notion d'unité morphofonctionnelle, d'unité histologique fondamentale qu'on appelle les lobules pulmonaires, lieu même des échanges gazeux, et plus précisément au niveau des alvéoles pulmonaires et encore plus précisément au niveau de la paroi des alvéoles pulmonaires. C'est ce qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire. On va voir tous ces détails après, Inch'Allah. D'accord? Donc, c'est le lieu même des échanges gazeux, des échanges respiratoires. Voilà pour le diaphragme, je l'ai déjà dit. Regardez schématiquement, encore systématisation ou bien organisation de l'appareil respiratoire, voie aérienne supérieure, fosse nasale, enfin, c'est un petit schéma qui donc résume un petit peu la subdivision, l'organisation de l'appareil respiratoire, extrapulmonaire profonde, trachée, branche souche, ensuite les voies aériennes intrapulmonaires, branche cartilagineuse, branche intralobulaire, et puis les branches intralobulaires, ce sont les bronchioles proprement dites. En ce qui concerne le parenchyme pulmonaire proprement dit, parce que quand on emploie le terme parenchyme, on entend par là le tissu où se joue le rôle physiologique de l'entité considérée. Par exemple, voilà, au niveau des poumons, au niveau du lobule pulmonaire, plus précisément au niveau des alvéoles pulmonaires,
se fait l'hématose. Se font les échanges gazeux. Donc, le parenchyme pulmonaire, c'est l'ensemble constitué par les alvéoles pulmonaires. D'accord? Le lieu où se joue le rôle fonctionnel des poumons. C'est ce qu'on appelle le parenchyme pulmonaire. Si on va prendre un autre organe, on va prendre par exemple le foie. On va le voir inchallah, dans le cours sur le foie. Vous allez le voir, on va le voir. Sur le foie, c'est un organe plein, tout comme les poumons. Donc, toujours, quand c'est des organes pleins en général, on retrouve cette unité morphofonctionnelle qu'on appelle le parenchyme. Et ce parenchyme, on a cette unité morphofonctionnelle qui se répète. C'est la même structure qui se répète. Chaque lobule, il est identique à l'autre lobule. Et dans plusieurs lobules, il y a un endroit où se joue le rôle fonctionnel, où s'opère le rôle fonctionnel. Au niveau du lobule pulmonaire, c'est les échanges gazeux. Au niveau des alvéoles, proprement dit, on parle de parenchyme pulmonaire. Au niveau du lobule hépatique, le foie, on va parler de parenchyme hépatique quand on va traiter le lobule hépatique lui-même où se joue le rôle du métabolisme hépatocytaire au niveau des hépatocytes. Donc, on va voir après ces détails. On appelle parenchyme le tissu où se joue le rôle fonctionnel de l'organe considéré. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je raconte. Ça va? Oui, ça va, madame. Ça va pour tout le monde? De toute façon, à chaque fois qu'on retrouvera un parenchyme, je réexpliquerai et vous allez mieux comprendre. D'accord? Donc, le parenchyme pulmonaire, c'est le lieu où s'effectuent les échanges gazeux et il correspond à l'ensemble des alvéoles pulmonaires. Voilà, tout simplement. Ensuite, l'enveloppe qui est donc la plèvre, la sérose pleurale, avec les deux feuillets constitutifs de la plèvre, le feuillet viscéral et le feuillet pariétal. Structure histologique. Donc, j'ai parlé d'une unité, d'une structure commune à l'ensemble des étages de l'appareil respiratoire, du moins en partant des fosses nasales jusqu'au stade je dirais branche moyenne. On a cette muqueuse respiratoire qui se répète. Et c'est quoi cette muqueuse respiratoire? Donc, les voies aériennes, elles sont formées, elles sont revêtues d'une muqueuse de type respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une muqueuse, c'est un épithélium plus un tissu sous-jacent qu'on appelle le chorion. Donc, notez cela. On va remarquer que dans l'étude de l'appareil respiratoire, il y a des changements de structure. C'est ce qu'on appelle une transition progressive, mais qui n'est pas brutale. Donc, elle se fait de façon, le changement, la transition, elle se fait de façon non brutale, assez progressive, de la muqueuse respiratoire d'une voie aérienne à une autre. C'est-à-dire, si je passe de la muqueuse nasale, au niveau des fosses nasales, à la muqueuse rhinopharyngée, ensuite à la muqueuse laryngée, du larynx, il y aura des modifications. Mais ces modifications, elles ne se font pas de façon brutale, elles sont progressives. Et même quand je vais rentrer dans le détail, dans le domaine de la trachée trachéale, des branches souches, on va voir qu'il y a des changements progressifs au fur et à mesure que je descends dans les étages respiratoires. Et je retrouverai jusqu'au stade branche, du moins jusqu'aux branches moyennes, donc en partant de la muqueuse nasale, où il y a pénétration de l'air, en passant par le rhinopharynx, le larynx, la trachée, les branches souches, les grosses branches, les branches, stade branche moyenne. Jusqu'à ce stade-là, je retrouverai cette notion cette unité morphofonctionnelle qui correspond à une muqueuse dite
muqueuse respiratoire, c'est-à-dire l'épithélium plus le chorion sous-jacent et que l'on retrouve au niveau de tous ces étages de l'appareil respiratoire. Ça va? Donc, la muqueuse respiratoire, c'est quoi exactement? Donc, on vous a dit que jusqu'aux branches de moyen calibre, une unité structurale qui est représentée par la muqueuse respiratoire, qui est presque identique tout le long des voies aériennes, à quelques exceptions près. Lesquelles? Au niveau des fosses nasales, on a le vestibule et la muqueuse qu'on appelle le lieu de l'odorat, la tache jaune, lieu de l'odorat, qui diffère dans sa structure histologique. Ce n'est pas une muqueuse respiratoire, c'est une muqueuse olfactive. On va voir, Inch'Allah, dans les cours sur l'olfaction. Mais elle se trouve au niveau des fosses nasales. Cette zone, cette région, on l'appelle d'ailleurs la région olfactive, la zone olfactive, elle se trouve dans la partie supérieure des fosses nasales. Et dans cette partie-là, la muqueuse, elle n'est pas dite muqueuse de type respiratoire. On a aussi au niveau du vestibule, à l'entrée, c'est une muqueuse qui est différente. Elle est de type malpigien. L'épithélium, il est de type malpigien, non pas de type respiratoire. Mis à part ces deux endroits-là au niveau des fosses nasales, la muqueuse, elle est dite de type respiratoire, avec un épithélium de type respiratoire, caractéristique pour l'appareil respiratoire. Ne vous effrayez pas, il y a beaucoup de termes, je dis beaucoup de choses, mais tout va être mis dans l'ordre parce que c'est les généralités, c'est nouveau pour vous, mais il y aura une remise à l'ordre au fur et à mesure qu'on traitera les chapitres. N'ayez crainte. D'accord? Donc, on vous dit à l'exception des fosses nasales, en même temps au niveau des cordes nasales aussi, des cordes vocales, pardon, des cordes vocales, où on a aussi une partie qui est de type malpigien. Les cordes vocales supérieures et les cordes vocales inférieures, les vraies et les fausses cordes vocales. Il y a un épithélium de type malpigien que l'on retrouve à ce niveau-là. Mais mis à part ces petites exceptions, en gros, la muqueuse, elle est de type respiratoire en partant des fosses nasales jusqu'aux branches de type moyen. C'est quoi cette muqueuse respiratoire? Elle consiste en quoi? Structurellement parlant, histologiquement parlant, c'est quoi une muqueuse respiratoire? Une muqueuse, déjà, c'est quoi une muqueuse? Une muqueuse, c'est un épithélium plus le tissu sous-jacent qu'on appelle le chorion. D'accord? Mais chez chorion, le chorion. Et on va voir les caractéristiques spécifiques à cette muqueuse dite muqueuse respiratoire. Parce qu'il y a la muqueuse digestive. Dans l'appareil digestif, on va voir la muqueuse digestive. Il y a la muqueuse, là où il y a une lumière, la muqueuse, elle est appropriée à la structure précisément. Ici, on est dans l'appareil respiratoire. La muqueuse, elle est de type respiratoire. Donc, elle est faite d'un épithélium et d'un chorion. Comment est fait l'épithélium respiratoire? L'épithélium respiratoire, il est cylindrique, donc prismatique, pseudo-stratifié. Et il est dit aussi cilié, parce qu'il est formé de cellules ciliées. Mais on retrouve au niveau de cet épithélium, qui est dit épithélium respiratoire, deux types cellulaires principaux. Les cellules ciliées et les cellules caliciformes à mucus ouverte. Les cellules caliciformes ouvertes, à mucus ouverte. On va voir qu'elles ont plusieurs appellations parce que les mucocytes, c'est des mucocytes apodes, apicales, ouverts aussi. On les appelle les mucocytes apodes, apicales, ouverts. Là, on a adapté la forme de ces cellules qui est de type caliciforme en calice. On les appelle les cellules caliciformes à mucus ouvert. Et il y a d'autres cellules. On va les noter tout à l'heure. Cet épithélium, il repose sur une lame basale épaisse et il est donc soutenu par un tissu conjonctif sous-jacent qu'on appelle le chorion, qui est en général mince. Il est fait de fibres élastiques, il est riche en fibres élastiques, il est richement vascularisé, il est glandulaire et il comporte des formations lymphoïdes pour la défense immunitaire. Voilà, en gros, une petite représentation schématique de la muqueuse respiratoire, structure histologique d'une muqueuse respiratoire. Vous avez ici l'épithélium respiratoire
qui est un épithélium cylindrique, donc c'est des cellules cylindriques allongées prismatiques, pseudostratifiées. Ciliées parce qu'il y a beaucoup de cellules ciliées. Regardez ici le pôle apical qui correspond à des microvillosités apicales, c'est des cils. Voilà. Et des fibres élastiques qui ne sont pas représentées ici. Donc séparé, l'épithélium séparé du chorion par une lame basale assez épaisse. Regardez ici, sous forme d'un petit schéma si vous voulez, on vous montre l'épaisseur. On part des fosses nasales où l'épithélium est pseudostratifié. On va atteindre les branches suslobulaires, c'est-à-dire à l'entrée des lobules pulmonaires où l'épaisseur diminue et la structure, elle, se simplifie davantage. Ici, c'est coloré. Voilà. Presque le même schéma agrandi et coloré. On a ici l'épithélium et le chorion sous-jacent, avec les cils vibratiles et les boules de mucigène des mucocytes à pôle ouverts qui vont donc libérer des boules du mucus qui va lubrifier toute cette surface. Regardez en bleu. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, il y a les cils vibratiles qui vont être recouverts de mucus. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, regardez, le mucus qui recouvre toute cette surface, on l'appelle le tapis muqueux. En fait, cet ensemble s'appelle l'appareil mucocilié qui permet d'emprisonner toutes les impuretés, poussières, microbes, cellules vieillies, etc. Ça va? On vous dit que l'épithélium respiratoire, il est fait de plusieurs types cellulaires. Les deux types principaux, ce sont les cellules ciliées et les cellules caliciformes. On va voir le détail de ces cellules, un peu de cytologie. On a la troisième variété, c'est les cellules basales. On a des cellules intermédiaires et on a des cellules neuroendocrines. On va étudier chaque type cellulaire en détail tout de suite. Ça va, Yeresh? Ça va? Vous arrivez à me suivre? C'est bon? Donc, on va voir les détails cytologiques de chaque type cellulaire, en commençant par les cellules majoritaires, les plus nombreuses, qui sont les cellules ciliées. Donc, on a déjà vu, ce sont les plus nombreuses, c'est des cellules prismatiques, elles comportent un noyau central, leur poil apical est doté de microvillosités qui correspondent à des cils vibratiles. Elles comportent aussi de nombreuses mitochondries qui fournissent l'énergie nécessaire au battement des cils vibratiles pour ramener les poussières. L'examen en microscopie optique de ces cils vibratiles, ces microvillosités, révèle qu'il s'agit d'expansion, c'est des prolongements cytoplasmiques. Ce sont des expansions cytoplasmiques. On a pratiquement une affaire de 200 cils vibratiles par cellule ciliée. C'est énorme comme chiffre. Dans l'ensemble de cette ciliature, on appelle l'ensemble constitué par les cellules ciliées, plutôt par les cils vibratiles des cellules ciliées, on l'appelle le tapis ciliaire. Et ce tapis ciliaire, on vous dit qu'il fonctionne comme un tapis roulant qui ramène vers le haut toutes les particules inhalées, les cellules vieillies, desquamées, toutes les sécrétions bronchiques correspondent à des microbes, à des bactéries. Donc, ce tapis ciliaire, il joue un rôle très important dans l'épuration pulmonaire. C'est terminé pour les cellules ciliées. Qui n'a pas compris? Je continue? Oui. Très bien. Les cellules caliciformes, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces cellules caliciformes? Leur nom indique qu'elles ont une forme en calice. Elles présentent un pôle apical dit pôle apical muqueux ouvert parce qu'elles sécrètent du mucus. Donc, c'est des cellules à mucus. On les appelle, c'est des cellules mucipares, mais à pôle apical ouvert.
on va voir que dans l'appareil digestif, nous avons des mucocytes, mais à poil apical fermé. Pourquoi? Fermé au niveau de l'estomac, de l'œsophage. Si ces cellules étaient à poil apical ouvert, notre appareil digestif va s'auto-digérer. Notre paroi gastrique, notre estomac va disparaître, va s'auto-digérer. Pourquoi? Parce qu'il y a du HCl qui est sécrété dans la paroi gastrique. Et pour parer à cela, pour empêcher cela, les cellules, il y a toute une barrière de protection, pas uniquement ça, on va les voir après. Mais surtout, ces mucocytes présentent un poil apical fermé pour empêcher la pénétration de l'acide chlorhydrique qui est sécrété par un type cellulaire pour faciliter la dégradation des fibres, tout ce qu'on inhale de dur au niveau de la paroi gastrique, dans le chyme gastrique. On va voir tout ça après. D'accord? Donc, ces cellules, elles ont la particularité de présenter un poil apical ouvert et par le biais duquel elles libèrent leur boule de mucigène pour constituer cette fois-ci aussi un tapis, mais ce tapis sera muqueux. Donc, ces cellules, elles sont importantes, mais elles sont moins nombreuses que les cellules ciliées. On vous dit 5 fois moins nombreuses que les cellules ciliées. Elles sont dispersées entre ces cellules ciliées. Leur examen en microscopie électronique révèle que ce poil apical comporte de grosses gouttelettes de mucus, des boules de mucus, de mucigène, riches en glycoprotéines, et ces boules vont fusionner pour libérer du mucus qui va être expulsé via le poil apical, et ainsi de suite, renouvellement de la sécrétion de mucus. Et ça va constituer une couche qui va lubrifier et recouvrir le poil, même les cils, le tapis ciliaire. Et ça va réaliser ainsi tout un tapis. Cette fois-ci, le tapis recevra un film muqueux qu'on appellera le tapis muqueux qui va recouvrir la totalité de l'épithélium, donc respiratoire, où sera piégé aussi, les poussières seront piégées, poussières, micro-organismes et toutes sortes d'impuretés. D'accord? Ça va? Donc, on vous dit sous forme de remarque que les cellules ciliées, rajoutées à cela, les cellules caliciformes, vont former un film de mucus et de cils protecteur qui sert à l'épuration, à la défense, première barrière de défense immunitaire, ce qu'on appelle l'appareil ou le film mucociliaire, constitué par l'ensemble formé par les cils des cellules ciliées et le mucus sécrété par les cellules caliciformes. Ça va? Oui, madame, ça va. Très bien. Le troisième type cellulaire, ce sont les cellules basales. Elles se retrouvent à la base. En général, c'est des cellules souches de renouvellement. C'est une population cellulaire de réserve et de renouvellement. Elles sont de petite taille. Elles sont situées en profondeur. Elles n'atteignent pas la limite, l'extrémité. Donc, leur poil apical n'atteint pas la lumière de l'épithélium respiratoire. Elles se divisent, elles se multiplient au besoin pour donner donc elles sont capables de donner soit les cellules ciliées, soit les cellules à mucus, en passant par un stade intermédiaire, d'où l'apparition en microscopie d'un type cellulaire qu'on appelle cellule de transition ou bien cellule intermédiaire. Donc, ce sont les cellules basales qui sont au stade immature, d'où l'appellation de ces cellules de transition, cellules intermédiaires, cellules immatures, et qui vont être destinées soit à devenir des cellules ciliées ou bien des cellules caliciformes, mais elles ne sont pas encore là-dessus. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un autre type cellulaire, mais au fait, ce ne sont autres que les cellules basales en pleine métamorphose et donc différenciation. Le tout dernier type de cellules, c'est des cellules endocrines. Donc, c'est des cellules sécrétrices d'hormones pour réguler localement, réguler localement la vascularisation sanguine et en même temps les sécrétions locales. Et ces cellules, on les appelle aussi ces cellules neuroendocrines. Donc, c'est des cellules qui sécrètent des hormones. On les appelle cellules argentaphiles. Pourquoi? Parce que
elles sont mises en évidence par une coloration qu'on appelle, par des sels d'argent, qu'on appelle imprégnation argentique. D'où l'appellation de ces cellules argentaphiles. D'accord? C'est les cellules qui font partie du système endocrinien diffus. Donc, c'est des cellules endocrines diffuses qui se trouvent un peu partout au niveau de la muqueuse respiratoire. Et c'est le 5e type cellulaire de la muqueuse respiratoire qui se trouve au niveau de l'épithélium respiratoire. On vous dit que cette population, elle est très faible, 3 à 4% des cellules. On peut les retrouver soit isolées ou en petits groupes. Elles comportent des granules de sécrétion de type endocrine. Donc, elles correspondent à des hormones. Ce sont des hormones. Voilà. Ça va? Regardez ces microphotographies représentant donc la muqueuse respiratoire avec un épithélium pseudostratifié. Regardez ces images. Donc, un 5e des cellules apparentes, c'est les cellules mucipares à pôle apical ouvert. Voilà, avec les boules de mucigène en violet ici. On a les cellules ciliées, avec un pôle apical cilié, avec une affaire de 200 cils par cellule. On a les cellules basales ici qui n'atteignaient pas la lumière. Regardez ici aussi, c'est une autre microphotographie et une autre coloration. Cellules caliciformes avec des boules de mucigène et des cellules ciliées. Pareil ici, et l'épithélium, il est pseudo-stratifié. Cellules basales. Voilà. Ici, on a représenté uniquement les types principaux avec les cellules basales qui apparaissent, qui n'atteignent pas la lumière. Et bien sûr, quelque part, il y a des cellules immatures qui n'atteignent pas le sommet. Celle-ci, c'est une cellule transitoire de transition. Et puis, quelque part, il y aura une cellule neuro-endocrine argentaphile. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. D'accord? La séance prochaine, Inch'Allah, c'est soit demain ou jeudi. D'accord? D'accord. D'accord, madame. Si je commence les